L'Italie attend en silence le verdict concernant l'homme qui, pour le meilleur et pour le pire, a dirigé le pays pendant 20 ans. L'homme qui en a changé les goûts, a révolutionné la télévision, a donné libre cours aux désirs secrets des Italiens et s'est inventé une nouvelle façon de faire de la politique. Je rentre en Italie pour comprendre. Que décideront les juges ? Berlusconi sera-t-il reconnu coupable de fraude fiscale ? Et qui met en prison ? Une personne qui donne du travail à 50 000 personnes et qui, avec les emplois induits, arrive à 70 000 ? Quelqu'un qui a pris le club du Milan et a dit « j'en ferai une équipe gagnante ». En Italie, ils se sont tous moqués de lui. Et elle a gagné en Italie, en Europe et dans le monde. Je suis sûr de cela. Si Silvio Berlusconi avait eu la possibilité de décider seul, on serait devenu la première puissance du monde. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'en 1994, il a été le patron des médias le plus aimé de tous. À partir de 1994, il est devenu le plus grand criminel que nous ayons en Italie. Je crois que c'est une énorme connerie, pardonnez-moi le terme. En ce qui concerne le procès, nous attendons d'avoir le verdict ce soir. Je me pose les mêmes questions que des millions d'Italiens en ce moment. Silvio Berlusconi devra-t-il abandonner la politique pour toujours ? Et tous ceux qui croient en lui, que vont-ils faire ? C'est grâce à cette chanson que je gagnais ma vie lorsque j'étais à l'université de la Sorbonne. Car j'étudiais le jour et je chantais la nuit à Paris. Mais comment a fait cet homme né d'une famille de la petite bourgeoisie, qui a commencé comme chanteur sur les bateaux de croisière et vendeur d'aspirateurs à domicile, pour devenir en quelques années le plus grand entrepreneur italien, avec un empire démesuré, construction, télévision, édition, finance, publicité, grande distribution, cinéma. Silvio est d'une telle bonté, d'une telle générosité. Tout le monde le dit. Il a travaillé toute sa vie, en a fait profiter tout le monde. Il n'a jamais fréquenté les milieux mondains. On ne verra jamais une photo de Silvio traînant avec des femmes. Il se consacre au travail, à son entreprise. Pourquoi Berlusconi continue à être si aimé par les siens ? Pour le comprendre, il faut faire un voyage dans le temps, où tout a commencé, dans cet endroit aux alentours de Milan, qui s'appelle Milano 2. C'est là que je rencontre Marcello Dell'Utri, un des hommes les plus proches de Berlusconi depuis toujours. Il dirigeait la société publicitaire du groupe de Berlusconi, et il a été ensuite élu sénateur à 3 reprises. C'est une ville nouvelle, comme diraient les Français, que Berlusconi a inventée à partir de rien. Car ici, il y avait des prairies avec du brouillard. On n'y voyait rien. Le slogan était « Milan 2, la ville des numéros 1 ». Tout comme le brouillard qui recouvre Milano 2, la façon dont un jeune entrepreneur de 30 ans à peine a trouvé les capitaux pour construire une ville entière reste entourée de mystères. Ma première rencontre avec lui, c'était quand je suis rentré à l'université à Milan. Je l'ai appelé et je suis allé le voir à son bureau. Il m'a donné des polycopiés qu'il vendait dans une librairie en face de la fac. À moi, il m'en a fait cadeau, en me disant « Étudie normalement, mais lis ça juste avant l'examen ». Ça a marché. Et c'est avec la vente des polycopiés qu'il a financé Milano 2. Non, c'était juste de l'argent de poche. J'ai été son assistant pendant plusieurs années. J'étais avec lui 24 heures sur 24, aussi parce que j'habitais avec lui. J'aurais payé pour être avec lui parce que c'était enthousiasmant. Alors que les gens comme vous et moi regardent des choses qui existent et se demandent pourquoi, lui voit des choses qui n'existent pas et se demande pourquoi pas. Il a fait comme ça avec tout. L'immobilier, ensuite la télévision, ensuite le foot. Il disait toujours cette phrase, « Si un homme le veut vraiment, il peut même devenir roi. »
Il avait toujours ça en tête. Cela n'a pas été facile, croyez-moi, de faire une télévision, car il n'existe aucun modèle de chaîne privée en Italie. En 1980, Berlusconi crée la première télévision privée italienne, qu'il exportera en France, Espagne et Allemagne. Les années suivantes, grâce à ses soutiens politiques, il fait approuver une loi qui permet à ces chaînes privées de diffuser au niveau national, en cassant le monopole de la télévision publique. Le sociologue et expert en médias Carlo Freccero a été directeur de plusieurs chaînes de Berlusconi, notamment de la 5 en France. J'arrive à Milan 2, dans cette nouvelle ville satellite, construite à l'américaine. Et au bout de 2 semaines, Berlusconi me dit « Tu vois, il y a un petit bureau où 4 personnes passent 100 coups de téléphone toutes les demi-heures. Ce petit échantillon nous permet de comprendre quel est notre public, notre audience. » Maintenant, cela nous semble normal, mais à l'époque, c'était une révolution totale. Moi, j'avais mes idées sur la programmation, mais j'ai dû accepter que ce soit les goûts de la majorité qui déterminent les choix. Berlusconi en est un protagoniste important, parce qu'il donne une visibilité à ce changement économique, politique et culturel qui advient en Europe après les années 80. La télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Et vive la Sainte! C'est ici qu'entre en jeu un fait intéressant. Berlusconi, qui a américanisé l'Italie à travers la télévision commerciale, comprend qu'il peut traduire l'audimat en électorat. L'audience televisiva in audience politica. Après 2 journées interminables de délibération, il semblerait que les juges aient enfin pris leur décision d'acquitter ou de condamner Berlusconi pour fraude fiscale. Au nom du peuple italien, la Cour suprême de cassation, selon l'article 24 du Code de procédure pénale, accepte le recours en appel pour Agramma Frank. Annule le verdict contesté à l'égard de Berlusconi Silvio. Annule le verdict contesté. Rejette le recours de Berlusconi. Attendez! Qu'est-ce qu'il a dit? Les actes sont renvoyés à la cour d'appel. Mais condamnation confirmée à la réclusion. Si la condamnation a été confirmée, je pense que c'est un scandale incroyable, qu'un coup d'État judiciaire a eu lieu comme je le craignais depuis le début. Aujourd'hui, le glas, comme dirait Hemingway, sonne pour Berlusconi. Mais demain, il pourrait bien sonner pour la gauche. Qu'il fasse bien attention. Ce n'est pas possible qu'en Italie, où de nombreux procès sont en attente pour homicide, pédophilie, harcèlement, et lui, pour quelle raison? Pour fraude fiscale. Non, il n'y a pas de fraude fiscale, c'est une invention. Les faits ne tiennent pas. Après des années de procès, c'est la première fois que Berlusconi est condamné de manière définitive. D'après les juges, Berlusconi avait créé un système dans la gestion de ses chaînes de télévision lui permettant de soustraire plusieurs millions d'euros aux impôts. La peine prononcée pour sa fraude fiscale est de 4 ans de prison, réduite à 1 an de service d'intérêt général et une inéligibilité de 2 ans. Berlusconi a attendu le verdict dans sa résidence romaine. À l'extérieur, j'attends avec les journalistes du monde entier. Nous attendons sa réaction. L'irrésistible ascension de Berlusconi
passe également à travers le foot. En 1986, il achète l'équipe du Milan AC, qui de 2e division arrive au sommet du foot mondial. Une fois, alors que j'étais allé à un match, Berlusconi entre dans le stade et tout le monde commence à crier. Cela a été selon moi les prémices de son entrée en politique. Le fait que le public le célèbre, l'exalte. Il en est enveloppé, ça le prend aux tripes. Ce Silvio, Silvio, Silvio lui dit « J'ai triomphé à la télévision, j'ai triomphé au foot, il ne me reste plus qu'à triompher en politique. » Un jour, il me dit « Nous devons fonder un parti. » Et moi, « Et comment fait-on un parti ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas, mais tout le monde le fait. » C'était son utopie. Et donc, quels hommes choisir? On s'est dit, ceux dont l'absence n'aurait pas nui au chiffre d'affaires de la société. Les bons, mais pas les très bons. Et ainsi est né le parti Forza Italia. L'Italie est le pays que j'aime. C'est ici que se trouvent mes racines, mes espoirs, mes horizons. C'est ici que j'ai appris, grâce à mon père et à la vie, mon métier d'entrepreneur. C'est ici que j'ai aussi appris ma passion pour la liberté. La campagne publicitaire de Forza Italia a été préparée comme une campagne de marketing pour le lancement d'un produit de grande consommation. Berlusconi pense toujours « Que veulent les gens en ce moment ?» Ils veulent du coca, on leur donne du coca. Ils veulent du Nutella, on leur donne du Nutella. Pour une Italie avec beaucoup de plus de travail pour les jeunes, plus de solidarité envers les faibles, plus d'amour pour les personnes âgées, plus de respect pour l'environnement. Un parti né de rien remporte en 3 mois seulement les élections de mars 1994, rassemblant plus de 8 millions de votes, devenant ainsi le premier parti d'Italie. Berlusconi est nommé Premier ministre. Je communique la liste des ministres. Ministre de la fonction publique et des affaires régionales, le professeur Giuliano Urbani. Giuliano Urbani a été plusieurs fois ministre des gouvernements de Berlusconi. Vous avez été témoin de la naissance de Forza Italia en 1994. J'ai joué en même temps les rôles d'accoucheur et de concepteur. Au moment où Berlusconi vous invite à participer au nouveau parti Forza Italia, qu'est-ce qu'il vous demande personnellement? Ça a été transparent. Il s'agissait d'éviter que l'Italie ne devienne une république communiste. Il y avait vraiment cette peur des communistes? Parce que l'histoire d'Italie est bien différente de l'histoire des républiques socialistes de l'Europe de l'Est. Elle était présente chez une portion de l'électorat et nous en avons profité. Les communistes italiens allaient régulièrement à Moscou pour recevoir des ordres et de l'argent. N'oublions pas ces détails. Et puis, ils avaient une conception interventionniste de l'économie et une conception des institutions qui tournent autour du parti qui contrôle tout. Au lendemain de sa condamnation, par un après-midi torride du mois d'août, Berlusconi sonne le rappel de ses militants. Il est parti de rien, son père était maçon. Il s'est fait tout seul. Il a fait Milan 2 et tout le reste. Ils n'ont aucune preuve contre lui. Ils n'ont pas réussi à le battre politiquement. La magistrature est de gauche. Il faut être amoureux de Berlusconi parce qu'il est le seul à pouvoir nous sauver. Berlusconi, tu es toute ma vie. Lorsque je suis entré en politique en 1994, quand le parti Forza Italia est né, ils nous ont tout de suite accusés de corruption. Et ensuite, une succession d'accusations. Parce qu'ils sont conscients que la présence de Silvio Berlusconi et de Forza Italia est l'unique rempart contre un régime antilibéral et justicialiste.
Je suis là. Je reste là. Je ne lâche rien. En écoutant Berlusconi au milieu de son peuple, une chose est sûre, les gens l'aiment et le soutiennent malgré la lourde condamnation. Il croit que les magistrats se sont déchaînés contre Berlusconi dans le seul but de l'éliminer de la scène politique. Quand on a affaire à la justice, ou on s'en remet à la justice en demandant la clémence ou en revendiquant son innocence, ou bien on prend la fuite et on disparaît. Le génie de Berlusconi a été d'entrer au Parlement et de se faire ses propres lois afin de ne pas être inquiété. Antonio Di Pietro est le magistrat qui a déclenché les enquêtes de main propre, concernant les rapports illicites entre le monde de la politique et celui des affaires, au début des années 90. Après avoir mené le procès à son terme, avec 1300 condamnations, Di Pietro démissionne, fonde un parti politique et entre au Parlement. Ce n'est pas l'autorité judiciaire qui s'est mise à enquêter sur lui parce qu'il est entré en politique. C'est lui qui a choisi d'entrer en politique pour des raisons judiciaires. Ceci est le procès-verbal d'un interrogatoire du 30 novembre 1992, 2 ans avant son entrée en politique. Au début des enquêtes de l'opération Main propre qui commence au mois de février 1992. Au cours donc de la première année de Main propre, j'interroge déjà Paolo Berlusconi, qui est son frère, avec qui il est en affaires, qui est accusé d'une série de délits en relation avec le groupe Fininvest, le groupe financier de Berlusconi. Il avait compris à ce moment-là que son heure allait bientôt arriver. Si j'ai décidé de m'engager en politique avec un nouveau mouvement, et si maintenant je vous demande de vous engager, vous aussi, à vous tous, maintenant, tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard, c'est parce que je rêve, avec les yeux grands ouverts, d'une société libre de femmes et d'hommes, sans peur, où à la place de l'envie sociale et de la haine des classes, il y ait la générosité, le dévouement, la solidarité. Mais il y a d'autres théories qui mettent en doute sa bonne foi. Ma conviction, je dirais même ma certitude, qui est étayée par des preuves, est que Berlusconi est entré en politique parce que son vieil ami et collaborateur Marcello Dell'Utri l'y a poussé, parce que Cosa Nostra, la mafia, le voulait. Antonio Ingroia a été le magistrat qui a enquêté sur les rapports présumés entre Forza Italia et la mafia, à travers Marcello Dell'Utri. La mafia avait besoin d'un interlocuteur politique qui aille dans le sens de ses intérêts. Ses vieux référents, la démocratie chrétienne, Andreotti, n'étaient plus là, et Berlusconi pouvait les remplacer. La preuve, c'est que lors des premières élections, en 1994, Berlusconi et son parti, Forza Italia, ont obtenu un vote massif de la part des organisations mafieuses de Sicile et d'ailleurs. Cela a été démontré. Vous avez lu la presse? Vous auriez été le nouveau référent de la mafia. Bien sûr. C'est énorme. Des grosses conneries dont, heureusement, j'arrive encore à rire. En 92, donc bien avant que Berlusconi ne décide d'entrer en politique,
Dell'Utri engage un politologue pour faire une étude, pour créer un nouveau parti politique. Cet épisode a été raconté par ce politologue. Il ne s'agit pas d'un repenti ou d'un mafieux, c'est un homme normal qui s'appelle Ezio Cartotto, et il a même écrit un bouquin sur ça. Donc, quand Cartotto trouve la bonne idée pour ce nouveau parti, Dell'Utri commence à en parler à Berlusconi pour le convaincre. Ce que dit Dell'Utri est donc faux. D'ailleurs, il a été condamné, donc c'est clair qu'il ment. Il s'agit de vos convictions personnelles? Non, c'est écrit sur le verdict. Quel verdict? Le verdict qui a condamné Dell'Utri pour avoir eu des rapports avec la mafia. On ne dit pas qu'il a été avec ces messieurs pour commettre un quelconque crime. Non. Il les a juste fréquentés. Et c'est lui qui doit être puni par la société? Ce sont ces juges qui l'accusent qui doivent l'être. Après avoir remporté les élections, la première chose qu'il fait est de passer un coup de téléphone. À moi. Il m'invite à le rencontrer immédiatement. Non pas pour contester l'action judiciaire du communiste Di Pietro, mais pour m'offrir le poste de ministre de l'Intérieur. Il faisait ainsi d'une pierre deux coups, en renvoyant en bloc les enquêtes le concernant et en donnant de la crédibilité à ses actions, parce qu'il plaçait à un poste important une personne qui était, à ce moment-là, le défenseur du citoyen italien moyen. Mais vous enquêtiez sur lui à ce moment-là? Berlusconi Silvio a reçu de notre part une convocation au tribunal en novembre 1994. Une convocation au tribunal, ça veut dire « je vous reproche ces faits parce que j'ai des preuves suffisantes pour dire que vous les avez commis et vous devez vous présenter afin de les justifier ». Les juges lui envoient la convocation au tribunal le jour où Berlusconi, en tant que Premier ministre, ouvre la conférence internationale sur le crime organisé. C'était pas le bon moment? Ne dites pas de bêtises. C'est une honte. On ne peut pas continuer à dire Berlusconi, le cavalier noir. Car c'est un mensonge total. Et j'ai le droit de réagir et de dire à ceux qui continuent dans cette direction qu'ils devraient avoir honte. La vérité est complètement différente. Je l'ai dit et je le répète, j'ai l'intention de gouverner longtemps. En entrant en politique, il est justement intervenu sur les lois dont il avait besoin pour se soustraire à la justice. La première action du gouvernement Berlusconi a été de tenter de supprimer le délit de fraude comptable, parce que les entreprises devaient avoir de l'argent liquide pour pouvoir payer les pots de vin, et pour avoir du liquide, il ne pouvait pas y avoir de facture. Vous avez déjà vu une malversation accompagnée d'une facture? Les autres lois qu'il a fait voter pour se protéger de ces procès sont la loi sur la prescription pour raccourcir le temps des procès, étant donné que les délits dont il était accusé s'étaient passés plusieurs années auparavant. Et ensuite, des amnisties pour les procédures judiciaires qui, encore une fois, le concernaient. Berlusconi a subi 40 procès, obtenu 14 non-lieux. Il a été mis 11 fois en examen pour fraude comptable, un délit qu'il a presque totalement éliminé pendant son deuxième gouvernement. Et puis pour corruption de témoins. Dans 2 procès, il a été sauvé par une amnistie. Il a été acquitté 7 fois pour prescription. Il a encore 2 procès en cours pour corruption de témoins et achat de sénateurs. Il a reçu 2 condamnations, dont une définitive. Mais ses militants n'acceptent pas le verdict qui vient d'être prononcé. Bonjour à tous et merci d'être venus. Nous considérons que cette sentence est honteuse, qu'elle porte atteinte à la liberté de millions d'Italiens. C'est pour cela que nous avons décidé de déposer immédiatement une proposition de loi d'initiative populaire afin d'obtenir une amnistie, car c'est ce dont l'Italie a besoin aujourd'hui. Ne serait-il pas plus utile qu'il parte? Je crois au contraire que seul Berlusconi peut aider l'Italie, même si beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, surtout chez les journalistes. Il faudrait d'ailleurs que vous et les gens de gauche compreniez que des millions d'Italiens pensent exactement la même chose que moi. Il Cavaliere, comme on l'appelle en Italie,
domine la scène politique italienne depuis 20 ans. Cas unique dans l'Europe contemporaine. Je rencontre le professeur Giovanni Orsina, politologue et auteur d'un livre à succès sur le berlusconisme, pour essayer de comprendre le phénomène. La raison principale pour laquelle les gens votent pour Berlusconi, cela a un rapport avec le sens de l'État? L'électorat pense que seul Berlusconi est capable de le représenter dans la méfiance qu'il a envers les institutions. Il pense que la politique, l'État ne sont pas une solution, mais un problème. Nous pensons que l'État doit être un État ami, qui est comme premier devoir celui de garantir à ses citoyens l'exercice de leurs droits, et pas un parti-État, un État autoritaire. À tel point que le thème de l'État ami est très présent dans la rhétorique de Berlusconi. Je transformerai l'État afin que vous puissiez le percevoir comme un ami qui résout les problèmes. Donc si l'État est perçu comme un ennemi, le fait que Berlusconi ait été frappé par les juges en fait une victime, à laquelle ses sympathisants peuvent s'identifier. Un mois après le rassemblement où il avait promis que sa condamnation ne l'arrêterait pas, Berlusconi s'adresse à nouveau à son peuple à travers un message vidéo qu'il diffuse sur ses chaînes. Le moyen qu'il utilise depuis toujours pour entrer dans les foyers et dans les têtes des Italiens. J'aime encore ce pays, malgré la grande amertume de ces années, et malgré l'indignation pour cette dernière sentence paradoxale. Car je le répète avec force, je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas coupable. Je suis innocent. Absolument innocent. Pour cela, je vous dis à tous, aux Italiens honnêtes, réagissez, protestez, faites-vous entendre. C'est le dernier appel avant la catastrophe. Vous avez le devoir de faire quelque chose de fort pour sortir de la situation dans laquelle ils nous ont précipités. La séparation des pouvoirs, qui est à la base de la démocratie occidentale, se brise en morceaux. Moi qui suis élu par le peuple, je ne peux être jugé par un magistrat qui ne l'est pas. Moi qui suis élu par le peuple, je suis béni par le Seigneur. C'est comme une protection totale du fait de cette majorité. Allez, prêchez et convertissez les gens. En période électorale, surtout, j'ai une vertu. Vous voulez sentir? Avec le nez. C'est l'odeur de sainteté. Il parle sans arrêt. C'est lui qui construit et produit des annonces. En communication, réfuter un énoncé signifie le renforcer. Vous voulez que la gauche vous fasse les poches? Vous voulez d'une gauche qui ouvrirait grand la porte aux immigrés? Après 5 années dans l'opposition, Berlusconi mène une campagne électorale agressive et très médiatique. Il gagne les élections et revient au pouvoir. Il gouvernera jusqu'en 2006. Il va à la télévision pour saturer chaque espace, pour donner une normalité à chacun de ses discours paradoxaux. Nous avons l'intention de rentrer dans l'histoire en tant que gouvernement qui a vaincu la mafia. Nous voulons aussi vaincre le cancer qui frappe 250 000 Italiens chaque année. C'est ça l'anomalie italienne. Il pourrait être très fort au niveau politique, mais le fait d'avoir 3 télévisions, c'est un nouveau fascisme, où les télés remplacent les matraques. Dans l'histoire européenne, il y a déjà eu un dictateur qui a été élu, en Allemagne.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir été élu. Il faut rester dans les règles. Si on profite du vote populaire pour bouleverser les règles, alors non, c'est de l'autoritarisme. Comment est-il possible qu'il soit resté le propriétaire de ces 3 télévisions et de ces journaux, tout en étant Premier ministre? Le conflit d'intérêts est évident. Pourquoi en 20 ans, aucun gouvernement, pas même ceux de gauche, n'a voté de loi pour l'en empêcher? Le vote pour la déchéance de Silvio Berlusconi de son siège de sénateur aura lieu le 27 novembre au Sénat. La décision a été prise à la majorité par les groupes parlementaires au Sénat. Après la condamnation de Berlusconi pour fraude fiscale, il faut d'abord que le Parlement vote sa déchéance du Sénat afin que la peine d'1 an de travaux d'intérêt général puisse être appliquée. Il s'adresse alors aux députés de l'opposition pour essayer de les convaincre de ne pas voter sa déchéance. N'assumez pas une responsabilité dont vous pourriez avoir honte dans le futur, face à vos enfants, à vos électeurs et à tous les Italiens. Il multiplie ses apparitions publiques et dans les émissions télévisées. Il se défend, matraquant l'opinion publique. En dehors de l'humiliation, lorsque ce centre de réinsertion m'a dit « Berlusconi, venez nettoyer les chiottes chez nous », vous ne pensez pas que ce soit ridicule que je puisse être confié à un assistant social afin de pouvoir me réhabiliter? Moi, je crois que c'est non seulement une humiliation pour moi, mais c'en est une aussi pour notre pays. Une chose ridicule et inacceptable. Que feront les députés et les sénateurs? Le protégeront-ils comme ils l'ont toujours fait dans le passé? If you win in the minds of the people, you will win at the political competition. Cultural hegemony here in the political perspective. So what did he do? Marc Lazare, historien et politologue français, est professeur à Rome et dans les plus prestigieuses universités d'Europe. C'est un grand expert de la vie politique italienne. Et à l'international, comment a-t-il été accepté? Est-ce que Berlusconi a une crédibilité en Europe? C'est vrai que d'abord, ces 2 faces dont je parlais, le grand homme d'État et puis l'antipolitique, il s'est projeté comme cela sur la scène internationale. Il a pu dire, moi je serre la main au plus grand chef de l'État, je suis ami de Bush, je suis ami de Poutine. On lui a beaucoup reproché avec Kadhafi, mais ça, évidemment, pour l'Italie, c'est très important, les liens avec la Libye. Puis il faut rappeler que Nicolas Sarkozy aussi, par exemple, avait des très bons rapports avec le colonel Kadhafi. Je reconnais une grande sagesse à Kadhafi. J'ai eu l'occasion de lier avec lui une profonde amitié. Incontestablement, quand Silvio Berlusconi a été au pouvoir, ça a été une politique plus pro-atlantique que jamais dans le passé en Italie. Plus proche des États-Unis, y compris au moment de la guerre en Irak, où il s'est séparé de la position Chirac et de Villepin française. Puis de l'autre côté, il a enfreint les règles, il a levé des tabous. Vous savez, toutes ces barzellettes et ces comédies facétieuses, les plaisanteries plus ou moins de bon goût, et qui choquaient le monde de la politique. Les autres dirigeants européens ont vu que le côté du comique ou de quelqu'un de très dangereux et n'ont pas essayé de comprendre cette complexité. Et c'est vrai que l'Italie a certainement perdu une partie de sa crédibilité européenne qui était considérable. Considérable. Chaque fois qu'on nous parle de la présidence italienne, on nous répète « Il faut faire attention à ne pas critiquer Berlusconi ». Mais pourquoi donc? L'Italie ne fait-elle pas partie de l'Union européenne? Monsieur Schulz, en Italie, il y a un producteur qui prépare un film sur les camps de concentration. Je vous proposerai pour le rôle du Capo. Je crois avoir été largement le meilleur président du Conseil que l'Italie ait jamais eu en 150 ans d'histoire. Et je crois que c'est pour cela que l'on m'attribue 68% de taux de satisfaction et d'admiration. En 2006, Berlusconi perd les élections pour une poignée de votes et accuse la gauche de fraude électorale.
Pourquoi vous ne nous laissez pas recompter les bulletins de vote? Le gouvernement de gauche, trahi par plusieurs sénateurs, tombera de toute façon 2 ans plus tard. Berlusconi est aujourd'hui mis en examen car on le soupçonne de les avoir achetés. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. La campagne électorale suivante, en 2008, se focalisera encore plus sur la personnalisation du chef. Et Silvio Berlusconi, à un moment donné, va faire des propositions à des groupes bien précis. Les chefs d'entreprise italiens, il y en a 4,5 millions en Italie. C'est une richesse de l'Italie. Tous n'ont pas voté Berlusconi, mais beaucoup sont reconnus dans Berlusconi. Les professions libérales, très nombreuses aussi dans ce pays, les artisans et les commerçants qui font ce tissu des villes italiennes. Puis il y a un autre électorat, celui-ci assez différent, qui est plutôt dans le sud de l'Italie. C'est un électorat qui a un niveau d'éducation ou d'instruction plus bas, qui est un électorat peu politisé, qui s'intéresse peu à la politique et qui s'est rallié à Silvio Berlusconi. Puis la troisième composante, elle est minoritaire mais elle est réelle, c'est les catholiques pratiquants, réguliers. A réussi à parler à ces catégories en leur tenant des discours différents, en avançant des valeurs opposées, en faisant des propositions antagoniques. Mais pour gagner les élections, c'est comme ça qu'on fait maintenant. En 2008, Berlusconi triomphe aux élections. Il obtient la plus grande majorité de l'histoire de la République italienne. Le Parlement se renouvelle avec une génération de jeunes, parmi lesquels Elvira Savino. C'est votre 2e législature et pourtant vous êtes une des plus jeunes parlementaires. Maintenant, il y en a qui sont encore plus jeunes. Et pourquoi avez-vous suivi Berlusconi? Qu'est-ce qui vous a séduit? L'homme? Sa politique? Beaucoup de jeunes comme moi croient en Berlusconi à cause d'un processus d'identification. Ceux qui votent pour Berlusconi ont l'impression qu'il est l'un d'entre eux. Un des vôtres. Un des nôtres, parce qu'il parle comme nous et nous dit des choses concrètes, qu'il nous raconte l'Italie telle qu'elle est. Parce qu'il, lui, il la connaît. Et puis Berlusconi croit aux jeunes, en leur énergie vitale, il s'entoure de jeunes et c'est ça qu'il transmet. J'étais en train de repenser à des reproches terribles que la gauche m'a faits juste pour une blague. Pendant la campagne électorale, j'étais en train de plaisanter avec des jeunes et une jeune fille très jolie m'a demandé un conseil. Et je lui ai répondu, « Trouve-toi un riche fiancé !» C'est Berlusconi qui a le plus exalté le rôle de la femme et lui a fait confiance. C'est dans nos gouvernements qu'il y a toujours eu le plus grand nombre de femmes. Nos femmes ministres sont très compétentes et très engagées. Elles ont pris des mesures formidables en faveur des jeunes et des femmes, comme aucun autre gouvernement ne l'avait fait dans l'histoire de notre République. En mai 2009, une polémique éclate à cause des trop nombreuses filles du showbiz que Berlusconi veut présenter aux élections européennes. Son épouse, déjà exaspérée par ses fréquentations douteuses, notamment avec une jeune fille mineure, Noémie, envoie une lettre amère à la presse. Mon mariage est compromis. Je ne peux pas rester avec un homme qui fréquente des mineurs. Je tire le rideau sur ma vie conjugale. Je ne peux plus supporter ce spectacle. De jeunes vierges s'offrant au dragon, à la recherche du succès, de la richesse. Et comme par magie, le pays concède tout, justifie tout pour son empereur. Les scandales sexuels voient alors le jour, les uns après les autres. Les jeunes femmes sont italiennes, slaves, sud-américaines. Certaines déclarent au tribunal avoir reçu entre 2 et 3 000 euros pour chaque soirée passée chez lui. Ce qui se passait chez moi, vous le savez tous. C'était des dîners absolument élégants. Les femmes sont exhibitionnistes par nature, et si en plus elles font partie du showbiz, elles aiment monter de petits spectacles. Elles faisaient des concours de burlesque. Mais les vrais ennuis commencent lorsqu'une de ces jeunes femmes, une certaine Ruby, est arrêtée pour vol à Milan. Berlusconi en personne, alors chef du gouvernement, appelle le commissariat pour la faire relâcher immédiatement, expliquant que Ruby est la nièce du président égyptien Moubarak. Comme cette fille m'avait dépeint des conditions de vie tragiques, j'ai décidé de l'aider. Comme j'aide tous ceux qui me sollicitent quand j'en ai la possibilité.
Les magistrats découvriront que Ruby n'est pas du tout la nièce de Moubarak. Elle est marocaine. Et surtout, elle est mineure. Berlusconi sera condamné au premier degré à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Vous avez monté une histoire indigne sur cela. Honte à vous. D'ailleurs, les Italiens sont tous de mon côté. En 2011, la crise économique et la politique d'austérité imposée par l'Europe mettent le feu aux poudres. Nous sommes vraiment une économie forte, la 3e en Europe, la 7e au monde. Je ne crois pas que vous puissiez ressentir, en allant vivre en Italie, qu'il y ait dans le pays quelque chose qui puisse ressembler à une crise quelconque. La vie en Italie est celle d'un pays aisé. Sur les politiques d'austérité, Berlusconi a résisté parce qu'il expliquait que l'Italie, c'était une sorte de bulle à l'écart de la crise financière internationale. Et ça, je crois que ça sera une grosse responsabilité au regard de l'histoire avec un grand H. Parce que pendant des années, il a expliqué, mais non, on s'en sort. Nous, on a toujours eu ce génie italien qui est réel, notre système bancaire est sain. Il a entretenu une sorte d'optimisme fictif et factice des Italiens. Et il a fallu la terrible crise de 2008 et surtout 2011, à l'été 2011, où là, l'Italie vraiment a montré qu'elle était au bord du gouffre, qui a amené d'ailleurs la crise politique contraignant Silvio Berlusconi à remettre sa démission en novembre 2011, avec une pression incontestable des grands organismes internationaux, le FMI, la Banque Centrale Européenne, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Qu'avez-vous dit exactement à M. Berlusconi? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Certes, ces derniers temps, je me suis heurté à l'Allemagne et à la France, parce que leurs propositions me semblaient négatives pour l'Europe et inacceptables pour mon pays. Je n'étais pas là pour sympathiser avec Merkel et Sarkozy. Des actions concrètes qui auraient pu être utiles à la communauté, moi je n'en vois aucune. Il y a juste eu des actions utiles à lui-même ou à son entourage. Nous avons honte de ce président du Conseil qui téléphone à la préfecture pour dire que Ruby est la nièce de Moubarak, qui considère que Poutine est un don de Dieu, que Kadhafi est un leader de la liberté. Dehors, ce n'est pas ce pays de cocagne que vous décrivez. Oui, Monsieur le Président, dehors, sortez du Parlement et de ce gouvernement, parce que vous avez réduit l'Italie à une république bananière. Sortez d'ici. Plus tôt vous partirez, mieux ce sera. Les accusations portées par Di Pietro s'avèrent fondées. L'Italie, qui traverse une profonde crise économique, ne parvient pas à respecter le programme d'austérité imposé par l'Europe. Berlusconi est contraint à la démission et ses opposants exultent. L'heure de sa fin politique semble avoir sonné. Mais aux élections suivantes, en février 2013, Berlusconi renaît de ses cendres. Une remontée extraordinaire. Nous devons mettre notre clignotant et les doubler. Il retrouve le consensus et reçoit 1/3 des votes. Il oblige ainsi la gauche à s'allier avec lui pour former un gouvernement. Berlusconi est de retour au pouvoir. Alors que la crise continue à alimenter les insatisfactions, les médias italiens ne parlent que du vote pour la déchéance de Berlusconi en tant que sénateur, qui se rapproche inexorablement. Il a profondément peur de perdre son siège et de devoir sortir pour toujours du Parlement italien. Il perdrait aussi son immunité et pourrait être arrêté par l'un des magistrats qui enquêtent sur lui. Il abat alors sa dernière carte, le chantage. Il menace de faire tomber le gouvernement dont il fait partie si la déchéance est approuvée lors du vote. Mais ce que Berlusconi n'a pas prévu, c'est qu'une partie de ses ministres,
ses hommes les plus proches, y compris son dauphin, le trahissent. Il décide de soutenir le gouvernement, même si la déchéance est votée. Quelques jours plus tard, lors du congrès du parti, les hommes qui l'ont trahi ne se présentent pas. La scission se confirme. Allora, potete immaginare dopo avere perseguito la missione. Je termine en vous invitant à être ensemble avec passion et enthousiasme. Pour construire un pays où il n'y ait pas de juges pouvant éliminer leurs adversaires politiques. Un État qui garantit à tous toutes les conditions d'une liberté véritable et complète. Buvez. Buvez ça tout de suite. Buvez ça tout de suite. Une fois épuisés tous les moyens de bloquer le vote de sa déchéance en tant que sénateur, Berlusconi ne peut plus qu'attendre, impuissant, le moment où il sera exclu du Parlement italien. Il a déclaré qu'il ira dans l'hémicycle, regarder en face un à un les sénateurs qui voteront contre lui. À 78 ans, cela pourrait bien signifier sa fin politique. C'est la fin, sans doute, de Silvio Berlusconi, la fin politique. Ça va prendre du temps, mais par contre, ce qui reste, le berlusconisme, ce mélange de valeurs, une forme même d'hégémonie culturelle dans la société italienne. Parce que tout ce qu'il a défendu comme idée, ça s'est répandu, ça s'est diffusé. Eh bien ça, c'est pas propre à l'Italie. L'Italie, pour moi, c'est le sismographe des transformations de la démocratie européenne. Le jour historique où Berlusconi pourrait être exclu du Parlement italien est enfin arrivé. Mais la salle est presque vide. Peu de sénateurs berlusconiens sont présents et ils interviennent sans emphase dans les débats précédant le vote. La majorité des journalistes, moi compris, quittent donc l'hémicycle en pensant qu'il est plus important de raconter ce qu'il se passe à l'extérieur. Je comprends alors la stratégie. Grand expert des médias, Berlusconi influence encore une fois l'information. Il a organisé cette manifestation en même temps que le vote. De cette manière, aujourd'hui les télévisions enregistreront les images d'un vainqueur sur les notes de l'hymne national, plutôt que celles d'un homme vaincu, expulsé du Parlement pour fraude fiscale. Io non credo che con questo abbiano definitivamente. Je ne crois pas qu'ils aient ainsi définitivement gagné la partie de la démocratie et de la liberté. Nous sommes là. Vous êtes là. Nous resterons là. À partir d'aujourd'hui, un jour de deuil pour la démocratie. Même si je ne suis plus parlementaire, je vous donne rendez-vous pour le début de la prochaine campagne électorale. Une campagne pour la liberté. Je vous garantis que je n'oublierai jamais cette journée. Merci.
J'ai milité à Forza Italia de 2001 à 2006 et j'étais un des plus jeunes dirigeants. À un certain moment, nous nous sommes rendus compte, plusieurs d'entre nous, que c'était une farce. Berlusconi bluffait, il se moquait du monde. Je viens de me disputer avec mon fils et je lui ai dit « Le drapeau de Forza Italia, je te le mets dans le cul. Quand il rentre à la maison, je l'envoie manger à son club de Forza Italia. On verra s'ils le nourrissent. » Nous avons des divergences dans la famille. C'est un jeune comme beaucoup d'autres, qui s'est fait embobiner comme beaucoup d'autres. Tu crois à Forza Italia? Je crois à Forza Italia et à la démocratie. Je pense que la magistrature, malheureusement, c'est le seul pouvoir qui contrôle l'Italie avec les 4 francs-maçons et les macros qui siègent au Parlement et qui gouvernent derrière votre dos. Il n'a pas de culture, il n'a pas encore mûri. Et il vous donne de l'argent pour publier des articles faux dans les journaux. Et ceux qui les lisent vont les gober et les rediffuser sur les réseaux sociaux. Les gens devraient aller voir dans la rue les personnes qui sont en train de crever de faim, au lieu de dire que Berlusconi est un voleur, alors qu'il a payé plus d'impôts que tous les Italiens réunis. Et puisque vous dites que Berlusconi est corrompu, s'il l'était, vous imaginez de quoi sont capables les autres. Et si Berlusconi tombe, ils tombent tous, comme des dominos. Je pense que la magistrature contrôle l'Italie avec les 4 francs-maçons. En attendant d'être confiés aux services sociaux, afin d'être réhabilité, comme il le rappelle, Berlusconi est encore fort, à la tête d'une dizaine de millions d'électeurs italiens. Le président, comme les siens l'appellent, a déjà commencé la nouvelle campagne électorale, et les sondages, incertains, n'excluent pas une victoire de sa part.